Que faisons-nous de toutes ces plaintes déposées contre les banques? Madame la greffière, c'est quoi ces plaintes? Encore des clients qui ne veulent pas payer leurs agios, ou alors des associations de consommateurs qui considèrent que les frais bancaires sont trop élevés? Ah non, non, c'est beaucoup plus grave, hein. Voilà, il s'agit des plaintes des paysans indiens, expropriés de leurs terres, des plaintes des retraités américains, expropriés aussi de leur maison, et des plaintes de petits actionnaires qui ont tout perdu dans la crise des subprimes. Oh là là, s'attaquer aux banques, c'est délicat ça. Je ne voudrais pas faire un impair. J'appelle l'Élysée. Allô, l'Élysée, je voudrais savoir ce qu'il faut faire des plaintes contre les banques. Contre les banques? Vous êtes fou, mon vieux. Vous rejetez, bien sûr. Ah, mais c'est qu'il y a des milliers de victimes quand même. Et alors, on s'en fout. Et donc... Donc vous classez et vous détruisez les dossiers. Oui, mais c'est qu'il y a un petit problème. La déchiqueteuse est en panne et elle a rendu l'âme sur les dossiers services publics. Alors vous les bouffez. Bien, bien, Monsieur le Président. Ça suffit. Nous en avons assez entendu. D'ailleurs, nous le savions déjà. Nous sommes au théâtre. Nous allons donc faire ce que nous devrions faire hors du théâtre. Nous allons juger la banque. Vous êtes la honte de la justice. Nous allons siéger en tribunal populaire. Mesdames, messieurs, aujourd'hui 21 février 2014, vont comparaître devant vous les banques et seront portés au grand jour leurs agissements. Alors moi, je me porte à la défense des victimes. Très bien. Et je vous présente notre nouveau procureur. Et croyez-moi, celle-là n'appellera pas l'Élysée. Nous questionnerons tous les experts dont nous aurons besoin et nous entendrons les témoignages de nombreuses victimes du système bancaire. Mais c'est intolérable. Les banquiers n'ont jamais fait de victimes. À part ma dose. Vous tombez bien. Justement, je voulais vous présenter. Voici une brochette de banquiers dont nous entendrons régulièrement les âneries pour nous faire une idée la plus exacte possible de leur malhonnêteté. Et vous, c'est pas la peine de vous cacher. Je ne vous ai pas oublié. Et comme nous n'avons personne pour défendre nos banquiers, notre ex-procureur se fera un plaisir de devenir leur avocat puisqu'il l'était déjà de fait. Madame la procureure, pourriez-vous avoir l'obligeance de nous lire l'acte d'accusation? Bien sûr. C'est l'acte d'accusation. On n'a pas 8 jours, on a 2 heures là. Vous n'auriez pas un abrégé? Oui, mais franchement, c'est dommage. Nous accusons les banques de traîtrise envers les États par la création dissimulée et illégale de monnaie, de spoliation de biens privés ou publics, de spéculation sur les matières premières, le pétrole, mais aussi le blé et le riz. Vous êtes des accapareurs, vous êtes des affameurs. De financement de produits dangereux, injustifiés, mal calculés, mensongers, comme Illisu en Turquie et Sakhaline en Russie. Nous accusons les banques de complicité de mise en danger de la vie d'autrui, complicité de spoliation de la terre, complicité de déplacement massif de la population,
complicité de la destruction de la biosphère, de la biodiversité et d'actions provoquant le réchauffement climatique. Oh! 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 Complicité de mort de personnes par le financement de structures industrielles dangereuses, complicité de pollution radioactive, pétrolière, chimique, complicité de la dégradation des conditions de travail, entraînant des maladies professionnelles, des accidents invalidants ou mortels et des suicides. Oh, 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 mais c'est ça. Nous accusons les banques d'atteinte directe aux économies de l'État par l'utilisation massive des paradis fiscaux et l'usage du secret bancaire. Nous accusons les banques d'attaques économiques violentes contre les États par le moyen de la dette publique pour obtenir la privatisation de pans entiers des économies nationales. Et enfin, nous accusons les banques contre la souveraineté des États par l'exigence du soi-disant bonne gouvernance économique qui transforme les gouvernements en collecteurs de fonds pour les banques. Voilà, c'est tout. Heureusement que c'est n'importe quoi. Vous nous faites passer pour des criminels, mais nous ne sommes pas des criminels, nous sommes les constructeurs du monde, nous. On dirait le réquisitoire contre Pol Pot ou Pinochet. Ben, parlons-en de Pinochet. Vous n'avez pas investi de l'argent sur Pinochet? Oui, mais c'est une vieille histoire, ça. Il y a prescription maintenant. nous allons entendre tout de suite un premier témoignage. C'est quelqu'un qui vient du Tamil Nadu, en Inde. Il s'appelle Bablou. Il est paysan. Il est indien. Si ça se trouve, il ne sait même pas lire. Oh, et sûrement pas compter. Et puis s'il est venu de si loin, c'est qu'il n'est pas si pauvre que ça. Silence! Monsieur, vous êtes en deuil, je crois. Oui, je viens d'enterrer mon frère qui s'est suicidé. Comme 150 000 paysans indiens en 10 ans. Et nous aidons au développement de l'Inde grâce aux prêts financiers que nous proposons. Grâce à nous, vous avez pu investir. Bien sûr, il faut de la rigueur et il faut travailler dur. L'argent travaille pour les riches et fait travailler les pauvres. Grâce à nous, vous avez accès aux biotechnologies les plus modernes. Les semences OGM de Monsanto et le Roundup. Mon frère et moi et des millions de paysans, nous avons cru aux OGM. Des fois, Monsanto nous donnait des graines. Les ONG nous expliquaient que c'était bien. Bien entendu, c'était des ONG financées par Monsanto. Les enfants ont faim. Et la vache est morte. La récolte a été maigre. Trop maigre. Tenez, voici un sac de riz. Oh, merci. Mais je ne vous en donnerai pas d'autres lorsque celui-là sera fini. C'est à vous de réagir. Il y a des solutions. Tout le monde est prêt à vous aider. Moi, j'ai des amis qui veulent vous aider. Bonjour, moi c'est la banque. Moi, c'est le famille. La banque. Vous devez vous tromper d'adresse. Nous, on n'a pas d'argent à placer. Déjà pour vivre, on n'a pas ce qu'il faut. On se nourrit à peine sur notre terre. Et encore, on a de la chance, c'est notre terre. Mais on vient justement vous en proposer de l'argent. De l'argent? Nous en proposer?
Bien sûr, moi, la banque, je sers à fournir de l'argent. Et moi, le FMI, je suis là pour vous conseiller, pour vous aider. Vous produisez les mêmes choses que vos voisins? Oh, c'est stupide. Non, c'est absolument pas stupide. On mange tous la même chose. C'est normal qu'on cultive la même chose. Et ben voilà, et ça vaut rien. Regardez, ça c'est des grains de coton hybride Monsanto. On l'appelle l'or blanc. Vous avez combien d'hectares? 2 hectares. Bon, c'est pas beaucoup, mais pour commencer, ça peut suffire. Et puis après, vous agrandirez. Regardez l'or blanc, 2 hectares. Ça vous fait 2 tonnes de coton. Prix sur le marché international, 500 $ la tonne. 1000 $. 1000 $. Enfin, 1000 $, c'est pas du net, c'est du brut. Il faut encore payer les graines et le Roundup. Mais bon, il vous reste 800 $. Voilà le contrat. Vous signez là, là et là. Mais interdiction de garder des graines d'une année sur l'autre. Obligation de vous fournir un Roundup chez moi. Quantité de Roundup exigée dans le contrat. Si vous n'en mettez pas assez, vous serez responsable de la mauvaise récolte sur vos biens. Et enfin, contrat d'exclusivité de vente du coton produit. Et dites-moi, ce n'est pas toxique, le Roundup? Toxique, vous voulez rire? Vous voyez comment nous œuvrons pour le développement de ces pays? En fait, ils n'ont pas pu payer l'emprunt. Leur coton, on le leur achète bien en dessous du prix du marché international. Alors, on n'a pas pu rembourser. Et puis le Roundup, il est toxique. Il tue les arbres fruitiers. Il tue les potagers. Et le coton, ça ne se mange pas. C'est pour ça que mon frère s'est suicidé. Parce qu'il ne pouvait plus payer. Ah, Monsanto, c'est pas nous. Mais c'est vous qui financez. C'est vous qui financez. Si on veut des finances pour acheter des OGM, c'est oui. Si on veut des finances pour acheter une vache, c'est non. Oh, du crédit pour une vache. Oh, et vous remboursez en bidon de lait. C'est pas de notre faute si la mode du suicide se propage en Inde. On se croirait à France Télécom. Parlons-en de France Télécom. Je travaille à France Télécom. La privatisation, c'est bien les banques qui ont acheté les actions. C'est bien les banques qui veulent que ça rapporte toujours plus. Et c'est bien les banques qui obligent la direction d'Orange à liquider tous les fonctionnaires. Justement, madame, les suicides, c'est toujours à France Télécom, jamais chez Orange. Vous aurez bien noté que les problèmes, c'est toujours à France Télécom, jamais chez Orange. Ce qui prouve que les employés du privé sont beaucoup plus résistants que les employés du service public. D'ailleurs, les banques ne sont que des intermédiaires. Elles prêtent l'argent, les gens leur prêtent de l'argent et elles placent cet argent pour faire cotiser cet argent. Donc, c'est bien normal après tout. Normal? Pourquoi normal? Pourquoi de l'argent devrait rapporter de l'argent? Et surtout, combien? Un jour, ma banquière m'a appelé pour me proposer des placements à 10%. Je lui ai dit, mais si moi, ça me rapporte 10%, vous devez demander 15%, vous ne faites pas pour ça pour rien. Elle m'a dit, évidemment, moi, mais vous vous rendez compte, 15%, c'est ce genre de placements qui font licencier les gens, qui détruisent le tissu industriel. C'est de l'usure. Ah non, l'usure, c'est 21,5%. Moi, j'avais dit oui pour prendre un de leurs produits. Mon banquier avait fait une pub intéressante. Je trouvais ça drôlement bien. Je veux pouvoir parler avec mon banquier, pouvoir lui parler de mes idées grandes ou petites. Et moi, je veux comprendre mon client, se dire les choses vraiment, pour trouver des réponses qui me conviennent, parce qu'on se connaît au-delà des chiffres, compter sur mon banquier, même dans les difficultés, et construire une relation qui donne envie d'agir, qui me donne envie d'agir. Découvrez une relation qui fait la différence.
Bonjour, cher client. Que désirez-vous? Ben, j'ai besoin d'un crédit. Un crédit, bien sûr, nous sommes là pour ça. L'esprit entreprendre, c'est bien. Vous me rappelez qui vous êtes? Je suis une PME. Et vous désirez un crédit pour quoi faire? Ben, mes clients ont du retard pour me payer, les fournisseurs sont exigeants, les matières premières augmentent et il me faut de la trésorerie. Un crédit de trésorerie, tu fais quoi? Faites-lui une autorisation de découvert avec HDO. 18,5% en agios, c'est plus rentable qu'un crédit. Moi, j'avais pris un de leurs produits à 15%. J'ai tout perdu. Et c'était l'argent économisé pour payer les études des enfants. Ben, évidemment, à ce taux-là, c'est forcément un produit à risque. Vous êtes incroyable. La bourse, c'est comme le casino. Vous pouvez gagner gros et vous pouvez aussi perdre gros. C'est le jeu. Plus vous pouvez perdre et plus vous pouvez gagner. Enfin, normalement. Mais sinon, placez vos économies sur un livret. Oui, enfin vous gagnez à tous les coups, c'est bien comme au casino. D'ailleurs, c'est faux, cette histoire de risque pour gagner, c'est un mensonge. Parce qu'enfin, si vous faites faillite, c'est sur nos économies que vous prenez, puisque c'est notre argent qui vous sert de capital de référence. Vous voyez que vous auriez mieux fait de me placer votre argent. Vous auriez peut-être gagné. Ou sinon, vous sauriez au moins pourquoi vous l'avez perdu. Tandis que là... Alors, vous n'êtes jamais responsable, même si les produits que vous financez sont dangereux. Mais enfin, les subprimes, c'est bien vous qui les avez inventés. Ce sont vos produits, non? Bien sûr, on a plein de produits bancaires. Mais vous saviez que c'était de l'arnaque. Les subprimes, c'est parce qu'on a été trop gentils. Trop gentil. Faut-il nous donner quelques détails pour qu'on puisse apprécier l'ampleur de votre gentillesse? Eh oui, trop gentil. Et même bonne poire. Le gouvernement américain voulait que les citoyens deviennent massivement propriétaires de leur maison. Alors nous avons tout fait pour que se réalise ce nouveau rêve américain. Nous avons prêté à des taux dérisoires à des gens qui avaient très peu de moyens. Regarde chérie, la belle maison, c'est une maison de témoin. C'est Urbacov qui fait ça. Elle est entourée d'un potager. Oui. Regarde, il y a même une pancarte. Acheter maintenant, payer plus tard. On peut payer sur 20 ans. C'est beaucoup, 20 ans. C'est sûr? Ouais, en même temps, 20 ans pour avoir notre maison à nous, c'est pas trop. En plus, regarde, c'est en promotion. Si vous achetez entre le 31 juillet et le 24 août, les frais de notaire sont gratuits. C'est génial. Actuellement, vous payez un loyer tous les mois. C'est de l'argent perdu. Regardez la maison témoin. Elle est exposée plein sud. C'est un énorme avantage. Vous profitez des premiers rayons jusqu'au dernier. La maison est livrée clé en main. Quand on vous remet la clé, vous venez avec vos meubles, vous n'avez qu'à vous installer. Tout est terminé. Aucun souci, aucun tracas avec les artisans qui ne respectent pas les délais. Nous, on s'occupe de tout. Oh, on pourra planter de la glycine. J'adore la glycine. Oh, et regardez une cheminée. J'adore la cheminée. De plus, vous constituez un patrimoine affectif et financier que vous transmettez à vos enfants et à vos petits-enfants. On prendra maman avec nous. Vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave. Vous allez acheter une maison. Une maison, c'est un capital. Donc, vous allez avoir un capital. De plus, le marché de l'immobilier augmente. Donc, votre capital augmente. C'est malin. J'y avais pas pensé. Votre prêt sera garanti par la maison. Ça s'appelle l'hypothèque. Oui, mais au début, on fait comment? Au début, vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave. Vous avez juste des toutes petites mensualités. On vous fait un tout petit intérêt. Et puis ça montera comme vos revenus. Vous allez améliorer votre
votre situation. De plus, votre emprunt est à taux révisable. Peut-être même qu'il baissera. Oui, tenez, ça vous fait ça à payer? Quand même. C'est qu'avec le déménagement et le bébé qui va venir, on est un peu serré. Vous savez, on ne pourra pas dire qu'à cause du bébé, vous n'avez pas pu avoir de maison. Je vais vous faire un taux d'amortissement négatif pendant 18 mois. Négatif? Oui, vous allez rembourser moins qu'à taux zéro. Ça se rattrapera plus tard. En plus, ça faisait d'un emploi dans le BTP. C'était le Père Noël tous les jours. Non mais arrêtez, ou je vous fais condamner pour outrage au tribunal. Mais pas du tout. D'ailleurs, en 2006, M. Sarkozy, pendant sa campagne, trouvait ce système merveilleux. Grâce à lui, 70% des Américains étaient propriétaires. Et il fallait donc importer ce système en France. Qu'est-ce qui s'est passé après? Regarde tes glycines. Elles sont immenses, elles sont magnifiques. Elles ont tout juste 10 ans. Oui, mais regarde le décompte bancaire, on peut encore pas payer les traites ce mois-ci. Ça fait 6 mois qu'on ne paie pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? Dites là, je suis obligée de venir jusque chez vous. Vous ne répondez plus à mon courrier. Ça fait 6 mois que vous ne réglez pas votre aide. Enfin, vous ne respectez pas l'échéancier sur lequel nous nous étions mis d'accord. Vous avez plus d'1 an de retard, mais ça ne peut plus durer. Oui, mais je n'ai pas été augmenté comme c'était prévu dans votre plan de financement de l'emprunt. Puis avec toutes les périodes de chômage que j'ai eues, mes revenus ont même bien diminué. Là, je suis en intérim, je ne travaille pas tous les jours, je ne peux pas faire plus. Puis bon, les mensualités, elles sont beaucoup plus grosses quand même. Hein. Oh, ben évidemment, vous aviez pris un emprunt progressif à taux variable. Les deux ont augmenté. Hein. Si vous n'arrivez plus à assumer, il faut vendre. Ah, il n'en est pas question. Avec tous les travaux que j'ai faits, cette maison, elle est à nous. Ah, mais pas du tout. Cette maison n'est pas à vous. Comment ça, elle n'est pas à nous? Mais non, elle est hypothéquée. Tant que vous n'avez pas fini de la payer, elle n'est pas à vous, elle est à moi. Alors, vous déguerpissez, je la saisis, je la vends. Hein. Les arbres qu'on a plantés ensemble, on les a vus grandir. Et tous ces bons moments passés avec les enfants, à faire des tartes et des confitures. Ça sentait bon dans la maison. Bon, allez, vous partez maintenant, oui? Nous devons vous prendre par la peau du cou. Vous avez voulu prendre ces risques et devenir propriétaire. Il y a des gagnants et des perdants. C'est le jeu. Faut pas jouer aux riches quand on n'a pas le sou. Moi, je dois servir mes actionnaires. Moi, je suis actionnaire de la banque. Je vous ai jamais demandé de les expulser. Oh non, vous c'est pire. Vous ne demandez rien, bien sûr. Vous demandez juste de la rentabilité. Vous demandez juste que vos actions montent. Mais elles montent comment, vos actions? Il n'y a pas une entreprise qui ne licencie pas pour augmenter la valeur de ses actions. Alors, si vous ne saviez pas, vous auriez pu le savoir. Et pourquoi vous ne la vendez pas, sa maison? Eh bien, premièrement, parce que cette maison, tant qu'ils n'ont pas fini de la payer, elle est à moi. Pourquoi? Et deuxièmement, des maisons comme la sienne, il y en a 250 dans le coin. Et elles ne valent plus rien. Elles sont invendables. Et voilà. Ils sont ruinés. Ils ont encore 10 ans d'emprunt à payer et ils n'ont plus de maison. C'est dégueulasse. Écoutez, pour piquer l'argent aux pauvres, ben, il faut bien ruser. Ben oui, individuellement, un pauvre, ça n'a pas grand-chose. Mais comme il y en a de plus en plus, et des milliers,
l'inflation. Mais comme on n'a plus droit à l'inflation, alors on utilise le crédit. Et c'est vrai que vous avez dû inventer une machine à signer les expulsions, tellement il y en a eu que ce n'était pas possible d'en signer autant. Et oui, on a été bien obligés. C'était pour éviter les tendinites du poignet des magistrats. Vous voyez qu'on est bonne poire. Oui, mais si la maison ne vaut plus rien, vous aussi vous êtes dans le bouillon alors. Ah non, parce que nous on n'a pas gardé des trucs aussi merdiques. On s'en est débarrassé. On a fait de la titrisation. Regardez, tout ça c'est des emprunts merdiques. Je ne vais pas les garder bien sûr. Alors, j'invente un produit. Je mélange les subprimes de plein d'États différents, Texas, Alabama, Floride, Nouveau-Mexique. Ensuite, je mélange tous ces petits emprunts toxiques, je les mélange même très bien et je fais des paquets. Tout le monde ne fera pas faillite en même temps. Je fais des paquets de 1000 emprunts et je mets en vente avec un bon rendement. Qui en veut? Moi, je pense. Oui, mais alors vous, c'est vous qui êtes dans le bouillon, puisque tout le monde a fait faillite dans tous les États. Mais non, parce que moi, je suis maligne aussi. Je découpe mon paquet de 1000 en 5. Et je les recouvre avec des obligations d'État bien cotées. Pas de la dette grecque, évidemment. De la dette allemande, de la dette américaine, cotée A+, par les agences de notation. Ça donne confiance. Qui en veut? Moi, je les veux, moi. Et voilà, elle, c'est Natixis, Nexia. C'est elle qui perd. C'est comme au poker menteur. C'est le dernier qui prend le paquet. J'ai rien compris, moi. C'est normal, c'était fait pour. C'est comme si vous fabriquiez de la fausse monnaie. Oui, sauf que notre fausse monnaie à nous, elle est vraie. C'est même la seule vraie, puisque les États n'ont plus le droit d'en faire. Je suis désolée. Je ne savais pas. D'ailleurs, moi aussi, j'ai tout perdu. Vous ne saviez pas, mais vous auriez pu savoir. Parce qu'il n'y a aucune entreprise qui ne licencie pas pour faire augmenter la valeur de ses actions. Alors, vous ne saviez pas, mais si vous ne saviez pas, c'est que vous êtes stupide. Restez correct. En fait, votre titrisation, c'est un peu comme le système Madoff. Ça vous récupère de l'argent qui n'est placé sur rien. Oui, c'est un peu comme le système Madoff. Sauf que Madoff, il est en prison, et nous, non. C'est comme Carafiel. Pourtant, 5 milliards de pertes, c'était pas grand-chose à côté de ce que vous avez fait. À côté de la crise que vous avez déclenchée dans le monde entier et dont on n'est pas prêt de se relever. D'ailleurs, Madame le juge, j'aimerais que nous entendions le témoignage d'un trader. C'est une pièce importante de la spéculation des banques. Mais c'est aussi une victime du système bancaire. Ah non, je veux pas le voir. Je ne supporte pas les traders. Je veux pas le voir. Ils sont tous comme des lapins. Vous êtes déjà entré dans une salle de trader. On dirait un asile d'aliénés. C'est vrai? On dirait qu'ils ont attrapé la maladie de Tourette. Moi, je trouve ça marrant. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre travail? Je vends et j'achète des produits financiers pour les banques. Il y a deux règles, juste deux règles. Quand ça baisse, on va perdre, il faut vendre. Quand ça monte, on va gagner, il faut acheter. Deuxième règle, quand ça baisse, ça remontera, il faut acheter. Et quand ça monte, ça redescendra, il faut vendre. Mais c'est contradictoire. Ah oui, vous avez tout compris, c'est contradictoire. En réalité, il n'y a pas de règle. Ça se fait au feeling. Il faut sentir la tendance, la pressentir. Il faut lire le bar de café, le boule de cristal, le jeu de tarot. Chacun son truc, chacun sa méthode. La caféine, la cocaïne, la bézédrine. On bluffe sur les marchés, c'est de l'intox. On fait des parties de poker à 10 milliards. Et Kerviel? Alors lui, il a pas eu de chance. Il a chargé un max, il a pris un retournement de tendance. Mais bon, il ne veut rien faire. C'est comme sur un voilier de course. Vous sortez toute la voile, vous prenez un coup de chien, même le meilleur marin, il se retourne où il démarre. Et 5 milliards qu'on mène? 5 milliards. Mais
au poker, si on n'a pas d'avance, on ne peut pas gagner. Vous pensez quoi de la tendance du marché actuel? Je m'en fous. Nous, les traders, on s'en fout. On est là pour faire du fric. Que ça monte, que ça baisse, on est là pour faire du fric. Et la Grèce, et la dette de la Grèce. Ah, ça peut être bon. Pour nous, ça peut être bon. J'étais fonctionnaire grec. Enfin, grec, je le suis encore. Je le suis toujours. Mais je ne suis plus fonctionnaire. L'État grec m'a licencié comme une malpropre. Et c'est à cause de vous, les banques, vous et vos amis du FMI et de Bruxelles. C'est vous qui obligez l'État grec à réduire ses dépenses. Nous, c'est pas nous, c'est Tina. Tina, c'est le surnom de Madame Thatcher, ça. Oui, c'est Madame Thatcher qui a inventé ce slogan stupide. Tina, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. C'est devenu son surnom. Et elle en était très fière. Et quel rapport? Mais c'est toujours d'actualité. There is no alternative. Tina. Nous le disons, nous le répétons depuis 30 ans. La seule solution, c'est la rigueur. La rigueur, c'est augmenter, ça veut dire augmenter la TVA de 19 à 23%. Le peuple grec doit payer. Il faut privatiser. Privatiser les transports, le téléphone, tout ce qui peut l'être au plus vite. Virer le plus possible de fonctionnaires et diminuer les salaires de ceux qu'on ne peut pas virer. Faire des coupes sombres dans tous les services publics. Madame se plaint d'avoir été licenciée. Mais madame, vous devriez être fière d'avoir participé à la sauvegarde de votre pays. Un peu de citoyenneté, que diable! Il n'y a pas d'autre alternative. Tina, there is no alternative. Non, il y a d'autres alternatives. C'était faux il y a 30 ans et c'est toujours faux. Il y a d'autres alternatives. Je vous présente un expert. Un vrai expert. Indépendant. Ah. C'est vrai. Votre Tina, c'est votre seule alternative pour continuer à engraisser les banques et les banquiers. Et vous voulez nous ruiner. Et si vous nous ruinez, vous ruinez tous les petits épargnants qui nous ont fait confiance. C'est faux. La seule confiance qu'ils ont mis en vous sera ruinée. Et de toute façon, ce sont les États qui seront obligés de vous recapitaliser, autant vous nationaliser. Ça évitera comme en 2008, où les États vous ont prêté et vous avez joué contre les États. C'est du communisme. C'est terrible! Il s'agit juste de savoir qui doit l'emporter, de la puissance publique ou du pouvoir privé de l'argent. C'est le marché. C'est le marché qui doit l'emporter. C'est du fanatisme. Au nom du marché, vous avez ruiné les structures économiques des États africains. Vous avez ruiné l'Amérique latine. Vous devez bien les regretter, hein, les colonels grecs, parce que vous avez bien fricoté avec Pinochet, Videla, Mobutu, Suharto. Mais dites, les dictatures, ça ne vous gêne pas, hein? La Troïka, vous avez fait un coup d'État économique en Grèce. Alors la BCE et la Commission européenne, vous devriez surveiller vos fréquentations, parce que le FMI ne vous réussit vraiment pas. Mais nous avons prêté de l'argent à l'État grec. Il est normal qu'il nous le rende. Et s'il ne le peut pas, on le saisit et on le vend. Elle veut dire privatiser. Mais enfin, un service public, ça n'est pas une villa de banlieue quand même. Je voudrais qu'on nous explique le problème de la dette grecque. Parce qu'enfin, les États-Unis ont une dette de 50 000 milliards de dollars et personne n'en fait un fromage.
Oui, c'est très simple. Il faut payer sa dette. Sinon, on est malhonnête. Ah, ça c'est fait, question malhonnêteté. Vous connaissez, hein? C'est vrai. C'est vrai qu'il faut payer sa dette. Sauf quand elle est illégitime, sauf quand ça cède à des voleurs. Et vous avez volé l'État grec, premièrement. En leur prêtant à 12% ce que vous avez emprunté à 1%, ensuite vous avez spéculé contre la dette grecque. En réalité, vous cherchez la faillite des États. Après la Grèce, ce sera le Portugal, l'Italie, la France. L'Allemagne vous fait un peu peur, mais vous essaierez quand même. Voleurs. À vous trois, vous avez gagné 10 millions en un an. Et 10 millions, c'est la somme nécessaire pour payer 500 fonctionnaires. Justement, les 500 fonctionnaires licenciés par l'État grec. Voleurs. Oui, vous êtes des voleurs. Vous avez volé la Grèce et tous les autres pays. Vous êtes des voleurs. En ne payant pas les impôts que vous devez en passant par les paradis fiscaux. Oh, la Grèce, c'est bien connu. C'est à cause du travail au noir des Grecs. Mais le travail au noir des Grecs, c'est peanuts à côté de votre travail au noir à vous dans les paradis fiscaux. Est-ce que quelqu'un pourrait nous expliquer comment ils font ce tour de passe-passe? Moi, je peux vous expliquer. Moi, je suis dans la banane. Je suis exportateur de bananes. Et je suis implanté à Jersey. Ah, des bananes poussent à Jersey? Non, les bananes ne poussent pas à Jersey, parce qu'à Jersey, il fait trop froid. Alors, les bananes, elles poussent au Honduras, elles poussent à l'Équateur, elles poussent au Costa Rica, au Guatemala. Mais comment vous faites passer vos bananes du Honduras à Jersey? C'est simple. Vous créez des filiales. Et ensuite, vous créez d'autres filiales pour faire écran au premier. Puis, vous créez de troisième filiale pour faire écran au second. Et hop, vos bananes sont passées à Jersey. Et personne n'y a rien vu. Comment les bananes passent à Jersey? Ah non, mais pas les bananes, exclusivement les sièges sociaux. Pourquoi Jersey? Ah non, mais si Jersey ne nous convient pas, on peut prendre les îles Caïmans, la Suisse, les Bahamas. Moi, je préfère le Liechtenstein et le Luxembourg, comme mon ami de Paris-Bas. N'est-ce pas, cher ami? Mais c'est immoral et c'est interdit. Mais vous rigolez. 50% du commerce international passe officiellement par les paradis fiscaux. Je ne vous dis pas combien ils passent officiellement. De toute façon, vous êtes également accusé de traîtrise envers les États par la création artificielle de monnaie. Ah non, ça c'est prévu. Ah bon? Oui, on le fait. Oui. La création de monnaie, ça c'est prévu. Mais ça c'est prévu, c'est autorisé. Il est nécessaire que vous créez, qu'on fabrique de la monnaie pour accompagner l'augmentation de l'activité commerciale et industrielle. Pour la croissance! D'ailleurs, c'est prévu, on le fait en accord avec les banques centrales. 2,5% par an environ. Oui, mais nous faisons beaucoup plus que 2,5% de création de monnaie artificielle. Mais non, mais je veux le dire. Il n'y a pas de raison. Ça arrange tout le monde. Les gouvernements aussi, ça les arrange. Ils ne veulent pas augmenter les impôts sur les riches parce que ce sont leurs copains. Et ils ne veulent pas non plus baisser trop rapidement les avantages sociaux parce qu'ils ont peur de la révolution. Alors, qui est-ce qui trouve la solution? C'est nous, les banquiers. On augmente la masse monétaire. On fait marcher la planche à billets. Comme ça, tout le monde est content. Évidemment, régulièrement, il faut une crise pour vidanger l'excédent de monnaie. Ou une guerre. Ou une guerre. Ou une guerre. Mais on ne veut plus de guerre non plus. Alors que une bonne petite guerre
mondial. Mesdames, messieurs, nous en avons assez entendu. Ce tribunal populaire déclare les banques coupables de tous les chefs d'accusation. Bravo. Les banques doivent être immédiatement privées de leur liberté de nuire. Oh, la Troïka! Bravo. Venez là. La BCE d'abord. S'il vous plaît, avancez, plus vite. Tant que vous serez dirigé par l'ancien directeur de la Goldman Sachs Europe, ce tribunal vous condamne à porter le bonnet d'âme de l'économie. Bravo, bravo, bravo. Ce tribunal vous condamne à porter la pancarte. Avancez, la pancarte menteur. Et le nez de Pinocchio. Voilà. Bravo, bravo. Débile. La Commission européenne, où est-elle, SPH? Allez, avancez. On me copierait 1000 fois la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Allez. Les banques ne doivent plus se comporter comme des troupeaux de chevaux sauvages capitalistes, ruinant les récoltes et les efforts des hommes. Les banques doivent être domestiquées, c'est-à-dire socialisées, pour être maîtrisées par la société civile et politique. Les banques doivent devenir les chevaux de trait d'une économie humaniste. Apprendre un texte, c'est pas évident pour eux. Ils ont bossé et franchement,
franchement, bravo et merci à tous. En plus, ils sont sympas. Alors on va essayer de le rejouer. Et puis le 15 mars, donc il y a la journée. Le 15 mars, il y a la journée nationale anti-requin, c'est-à-dire contre les banques. Alors nous allons le jouer dans les rues de Toulon, en théâtre de rue, devant les banques. Voilà. Donc ça va être aussi quelque chose de... Un petit pot dans l'entrée, comme ça on pourra discuter tout pour